c'était une petite surprise, mais c'était juste pour des raisons techniques que je battais des mains. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un ouvrage très important que ma compagne de vie, Christiane Berland, a écrit. J'ai eu le bonheur de pouvoir vivre à côté d'elle pendant à peu près 25 années. Et dans mon cabinet médical, j'ai vu la valeur extraordinaire de ces ouvrages pour mes patients. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la diffusion et à tout le côté pratique, mais aussi le côté contenu, le côté traduction, parce qu'elle est néerlandophone, donc tous ces ouvrages ont été écrits en néerlandais. Elle a écrit plus de 20 livres, mais de très gros volumes. Et disons qu'une bonne moitié a déjà été traduite en français, dont, entre autres, un livre que beaucoup d'entre vous connaîtront sans aucun doute, La clé vers l'autolibération, la référence mondiale sur le rapport entre le psychisme et le corps. Et on va commencer parce qu'après on va parler d'un autre ouvrage très important. On va commencer par une réflexion. Dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de vivre vraiment, mais vraiment vivre. Et beaucoup de personnes ont le sentiment que leur vraie personnalité ne peut pas se faire jour. Ils ou elles ressentent toujours la pression, une pression qui vient des autres ou de la société. Ils ressentent souvent, ou elles, la pression d'une structure imposée. Et inconsciemment, beaucoup d'entre nous avons peur qu'on nous terrasse si on ose se mettre au premier plan, à la première place dans sa vie. Alors, il y a des gens qui n'osent même pas ouvrir la bouche pour exprimer leur opinion. Et beaucoup d'entre nous se sentent petits, se sentent livrés au mal, se sentent livrés à la négativité des autres. Et là, c'est une atmosphère psychique que je viens de vous décrire qui correspond à la carence en vitamine D. Et la carence en vitamine D, on la constate très fréquemment dans nos régions. On parle même de pourcentages allant jusqu'à 50% de la population qui souffre d'une carence en vitamine D. Et quand on lit ça dans La clé vers l'autolibération, on comprend pourquoi c'est tellement fréquent, la carence en vitamine D. Et bien sûr, à ce moment-là, quand on constate chez vous, après une prise de sang, que vous manquez de vitamine D, il est bon de prendre la vitamine D, c'est normal. Mais il est très bon aussi d'essayer de renverser cette atmosphère psychique et de sortir de cette atmosphère psychique. Et là, Christiane Berland écrit dans La clé vers l'autolibération qu'il est important pour nous d'oser nous épanouir, d'oser nous manifester, de nous frayer à nous-mêmes la voie, de croire au bien et de ne plus prêter autant d'attention à la négativité. Parce que quand on prête attention à la négativité, on ne fait que la renforcer. Il est important de croire au bien, et au bien, tout d'abord, le bien qui se trouve en nous-mêmes. Et en fait, dans la vie, il n'est pas nécessaire de se battre tant qu'on ose
laisser se faire jour ses propres forces. Et c'est une décision qu'on prend. Je vais laisser se faire jour mes propres forces. Je vais les laisser sortir de moi, mes forces. Je vais me réaliser. Et quand on doute de soi, quand on se sous-estime, quand on a des angoisses, on empêche l'action de ces forces qui sont là. Donc, éliminer le doute, éliminer la sous-estimation de soi, remplacer ça par le respect de soi, par le fait de se valoriser soi-même. Et là, on contribuera à la bonne assimilation de la vitamine D qui vient de notre nourriture. Et cela nous fait passer au sujet de cette conférence. Et je vous montre le livre La symbolique des aliments. Qu'est-ce que Christiane a fait? Alors, pour quelques 300 aliments, elle a utilisé son don spécial pour en décrire le caractère et le message qu'ils adressent à l'être humain. Et c'est très important et ça peut nous aider énormément dans notre évolution personnelle, dans notre développement personnel, quand nous allons regarder, et on n'a pas besoin d'être malade pour ça, c'est ça qui rend ça tellement intéressant. Juste, chaque jour, vous avez envie de certains aliments. Et moi, je peux avoir envie d'une pomme, et vous aurez peut-être envie d'une poire. Et votre ami aura plutôt envie de prunes, par exemple. Et ça change aussi au cours de notre vie. Aujourd'hui, on peut avoir envie de ça, demain, on peut avoir envie de ça, etc. Ou on peut aimer le café. Je connais des gens qui ont aimé le café pendant 40 ans, les 40 premiers ans de leur vie, et après, tout d'un coup, quand ils avaient 40 ans, tout d'un coup, d'un jour à l'autre, ils détestent le café. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre le pourquoi de tout cela. Parce que quand on a une envie spontanée d'un aliment, cela nous apprend énormément sur nous-mêmes. Ce n'est pas par hasard qu'on a envie de tel ou tel aliment. Et découvrir les raisons profondes pour lesquelles on a envie d'un aliment, ça nous aide à progresser dans notre vie, à faire des pas dans notre évolution personnelle, même ça va nous aider même à prévenir des maladies. Quand on comprend bien le pourquoi d'une envie alimentaire, on peut progresser, on peut faire des pas dans son évolution et on va faire des choses qui vont faire qu'on grandit dans son évolution personnelle et qu'on devient plus sain, et que la santé devient meilleure et qu'on tombe moins malade. Donc même, disons, le livre « La clé vers l'autolibération sur les maladies » est un best-seller mondial, mais et c'est normal parce que beaucoup de gens tombent malades, etc. Ça les intéresse beaucoup pour savoir pourquoi est-ce que je suis tombé malade, quelle est la raison psychologique. Mais avant de tomber malade, si on comprend déjà ses envies alimentaires et le pourquoi, on peut donc grandir en bonheur, en santé, juste en comprenant le pourquoi de ses envies alimentaires. Et selon Christian Berland, quand on a spontanément envie d'un aliment, c'est parce que, en quelque sorte, on en a besoin, tant physiquement que psychiquement. Et en même temps, parce qu'elle décrit dans le livre les aliments comme des personnes qui ont un caractère,
en même temps, il y a une parenté entre vous qui avez envie, par exemple, de chocolat, et entre le caractère du chocolat. Est-ce que ça veut dire qu'il faut simplement manger tout ce dont on a envie? Non, parce que, bien sûr, il est important de continuer à utiliser son bon sens et les règles de l'alimentation saine. Bon, elles sont ce qu'elles sont pour le moment, elles évoluent parce que on a dit que le beurre était mauvais pour la santé, il y a d'autres courants dans la science qui disent que ce n'est pas mauvais pour la santé, etc. Donc ça change tout le temps. Il y a 20 ans, on disait il faut manger beaucoup de kiwis. 10 ans après, on disait c'est mauvais pour le cholestérol, etc., etc. Donc, bon, mais je ne suis pas ici pour vous parler de ce qui est sain ou ce qui n'est pas sain. Bon. Mais, par exemple, un aliment qui, soi-disant, n'est pas bon parfois selon certaines opinions pour la santé, comme par exemple le chocolat, et qu'on en a envie quand même, alors c'est très bien de ne pas se condamner soi-même quand on a tellement envie d'un petit morceau de chocolat et de dire « Oh non, je commets un péché mortel en mangeant du chocolat ». Bon, la science, la médecine a déjà découvert de bonnes qualités aussi chez le chocolat. C'était bon pour telle chose, pour le cerveau, etc., etc. Mais il est important, quand on a envie de chocolat, de comprendre le message du chocolat. Le pourquoi est-ce qu'on a envie de chocolat. Et quand on ne se condamne pas, parce qu'on mange du chocolat, on va faire en sorte que les envies démesurées de chocolat ne puissent pas se produire. Parce que quand on accepte le fait qu'on a envie de chocolat, on va donner un signal à son cerveau qui va faire que la sensation de satiété peut s'installer plus facilement dans le cerveau. Par contre, quand on lutte contre son envie spontanée, on va empêcher que cette satiété puisse s'installer dans le cerveau. Donc là, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on peut manger des kilos de chocolat. Là, on sait avec notre bon sens que ce n'est pas bon pour la santé. Mais on voit aussi, quand on comprend le pourquoi de son envie de chocolat et quand on met en pratique les leçons du chocolat, que alors cette envie va automatiquement diminuer. Que dit le chocolat? Bon, dans le livre La symbolique des aliments, on décrit, Christian Bierland décrit le chocolat noir, le chocolat blanc, le chocolat au lait, la pâte à tartiner au chocolat, le lait chocolaté. Donc ce sont tous des textes distincts. Mais je vais maintenant, parce que autrement la conférence va durer 2 journées, je vais vous parler du chocolat au lait. Que signifie le chocolat au lait? Et rien que parler du chocolat au lait, je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Je vais vous donner quelques aspects. Le chocolat au lait, ça symbolise entre autres la réceptivité. Recevoir, vous ouvrir au courant doux à l'intérieur de vous, à la douceur à l'intérieur de vous. Le fait de vous ouvrir aux forces vitales pleines d'amour qui sont en vous. Et le texte vous incite donc à ressentir ça. On ne doit pas lire les textes avec la raison, ou avec seulement la raison, mais aussi il est important de sentir l'atmosphère du texte en question. Et là,
Christian Berland dit pour le chocolat au lait, remplissez votre être entier d'amour, de douceur, de souplesse, de flexibilité, de chaleur, de clémence, de compréhension maternelle. C'est une très belle symbolique et ça fait vraiment du bien quand on lit ce texte, tout comme ça fait du bien quand on profite d'un délicieux morceau de chocolat au lait. Et on ressent cette atmosphère psychique dans le goût que notre âme nous met sur la langue, l'envie que notre âme nous met sur la langue. Et donc, quand on mange du chocolat, avec modération, sans se condamner, et qu'on mette en pratique ces leçons de douceur, de clémence, d'ouverture au courant intérieur de douceur, alors là, ce chocolat va vous faire du bien, tant physiquement que psychiquement. Et à ce moment-là, ces quelques morceaux de chocolat deviennent comme un médicament naturel. Et la médecine reconnaît que le chocolat a des caractéristiques positives pour la santé, mais c'est à condition, en fait, qu'on mette en pratique ce que le chocolat symbolise. Le chocolat au lait dit, voilà, pliez le genou par rapport aux changements nécessaires dans votre vie. Donc, quand vous ressentez au fond de vous qu'il faut changer quelque chose dans votre vie, par exemple, devenir moins dur avec vous-même, le chocolat au lait dont vous avez envie vous dit, pliez le genou et laissez-vous aller à cette douceur. Et donc là, vous aurez compris le message du chocolat et ce sera très positif pour vous. Vous aurez fait un pas en avant dans votre évolution personnelle. Ce n'est qu'un aspect du chocolat au lait. Hein. Il y a encore d'autres aspects, mais bon, il faut être bref, donc je donne quelques mots-clés. La tomate, c'est tout autre chose. Les gens qui ont spontanément envie de tomate. Et la tomate dit, il y a énormément de force en vous, il y a énormément d'énergie dans un être humain. Et la tomate demande de faire émerger ces forces qui sont en vous. Quand vous avez beaucoup envie de tomates, très envie de tomates, la tomate vous demande en quelque sorte d'exploser à partir de vous-même et d'entrer en éruption comme un volcan pour que ces forces sortent et que vous fassiez retentir votre trompette. Ce sont les mots dans le texte de la tomate. Et la tomate ne demande pas d'être introvertie, de se replier sur soi. La tomate demande tout le contraire. Donc de laisser sortir tout ce que vous ressentez intérieurement, extériorisation, manifestation, le feu d'artifice de la vie qui peut jaillir de votre être. La fontaine, une fontaine exubérante, que vous devenez comme une fontaine exubérante, vous parlez, vous vous exprimez, vous apparaissez au grand jour. Et là, on peut comprendre le fait que, par exemple, ça arrive parfois qu'on a envie d'un aliment et que pourtant on est allergique à cet aliment, qu'on a toutes sortes de symptômes avec un aliment auquel on est allergique. Et bien sûr, il est normal à ce moment-là, parce que les allergies ou les intolérances alimentaires peuvent être vraiment dangereuses pour la santé, il est important de ne pas manger l'aliment en question.
Mais qu'est-ce qui se passe quand on est allergique à un aliment qu'on aime beaucoup? En fait, selon ce que explique Christian Bierland dans son livre, ça veut dire que, inconsciemment bien sûr, on offre de la résistance aux caractéristiques positives de l'aliment en question. Par exemple, dans le cas de la tomate, quelqu'un qui a très envie de tomates, mais qui est allergique aux tomates, donc il n'en mange pas, bien sûr, mais cette personne fera bien de regarder au fond d'elle-même, est-ce que je suis en train de mettre en pratique ce que veut me dire la tomate? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que je me manifeste? Est-ce que je fais surgir ma personnalité? Ou est-ce que je me replie sur moi? Est-ce que je reste introverti? Donc, la tomate, dans ce cas-là, vous verrez que la personne en question ne fait pas ce que la tomate lui demande de faire. Et là, il ne s'agit pas de culpabilité, bien sûr, parce qu'il s'agit simplement de quelque chose dont on n'est pas conscient. Et grâce au livre, La symbolique des aliments, on peut prendre conscience du pourquoi de son allergie alimentaire. Il y a aussi l'exemple d'une mère avec 4 enfants, une mère qui adorait les fraises et qui pourtant elle était allergique aux fraises. Et la fraise demande entre autres le respect de soi. Ça c'est un élément, juste un élément de la symbolique de la fraise. Le respect de soi, on ose faire respecter ses frontières. Alors cette mère-là, elle avait des enfants et les enfants étaient très bruyants, très dynamiques, tout le temps en train de bouger. Et la mère avait besoin d'un petit moment pour elle-même, pour faire un petit peu de travail dans son bureau. Mais les enfants, ils entrent dans la pièce et la mère n'a pas un seul moment de tranquillité pour elle-même. Et alors, et elle a une sorte, disons, elle ne développe pas ce respect de soi pour dire aux enfants, allons les enfants maintenant ici, maman a besoin d'un petit peu de temps pour elle-même, d'un moment pour elle-même, allez jouer ailleurs, allez jouer dehors, allez jouer dans votre chambre, et moi je vais travailler un petit peu, ou je vais être à l'aise un petit peu, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Donc cette mère ne le fait pas. Donc, elle ne fait pas ce que demande la fraise dont elle a tellement envie et elle développe une allergie à la fraise parce qu'elle n'a pas mis en pratique le message de la fraise. Et c'est comme ça que pour chaque aliment, on peut comprendre pourquoi on est allergique à l'aliment et ce qu'on peut y faire. Et bien sûr qu'il faut être très prudent là, et qu'on ne doit pas tout de suite dire, bon, je vais essayer de mettre ça en pratique et je vais tout de suite recommencer à manger l'aliment. Non, il faut rester très prudent, bien sûr, et ne pas tout de suite manger, mais on peut faire ça en collaboration avec son médecin traitant et voir à quel moment on peut éventuellement recommencer à prendre l'aliment. Mais j'ai vu des cas concrets dans lesquels, par exemple, certaines personnes avaient le visage plein de boutons chaque fois qu'ils avaient mangé du chocolat, et ils ont compris le texte du chocolat, et petit à petit, ils ont pu manger du chocolat et sans plus développer aucun bouton au niveau du visage. Donc ce ne sont pas des choses que j'invente, ce sont des choses qu'on a vues dans la pratique. Mais bien sûr que je ne vous demande pas de me croire et d'avoir votre discernement, d'avoir votre opinion à vous, et peut-être d'aller feuilleter sur le stand Christian Bierland, d'aller feuilleter l'ouvrage La symbolique des aliments, regarder un aliment que vous aimez particulièrement, et dire, bon, qu'est-ce que ça me dit, est-ce que ça me parle ou est-ce que ça ne me parle pas.
Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de vous a déjà une question? Est-ce que vous voulez poser une question? Je peux continuer tout le temps, mais j'aime savoir aussi ce qui vit parmi vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dont je... Oui? Je voulais vous demander sur base de quel type d'expérience ou d'analyse ou de constatation Madame est arrivée Oui. à cette conclusion. Oui. C'est ce qu'elle appelait un savoir intérieur. Elle a écrit tous ses ouvrages à partir de ce don que nous avons tous. Vous avez ce don aussi. On appelle ça parfois une intuition. On peut avoir une intuition, on ne sait pas pourquoi, mais on sent, maintenant je dois sortir de la maison, je dois aller à tel ou tel endroit. Ça c'est le savoir profond. Mais tout comme il y a de très bons boulangers et des boulangers qui ne sont pas si bons que les autres, chez Christiane, ce talent était développé d'une façon vraiment extraordinaire. Parce que, par exemple, pour La clé vers l'autolibération, son livre sur les origines psychologiques des maladies, elle avait fait 1 millier de papier, de morceaux de papier, et sur chaque morceau de papier, elle avait écrit le nom d'une maladie. Ensuite, elle prend un papier et elle commence à sentir quelle est l'origine la plus profonde de la maladie que j'ai ici en main. Elle ne regardait pas le nom de la maladie. Et ensuite, elle appelait ça se brancher sur la fréquence de vérité. Elle n'entrait pas du tout en transe, ça n'avait rien à voir avec la canalisation ni avec l'hypnose. C'était juste un état de conscience hyper clair, très 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 clair, très concentré, qui lui permettait de sentir, alors oui, c'est ceci, c'est cela, et il y avait des images, et elle tapait ça directement sur son ordinateur, voilà, et elle était tout à fait consciente, on pouvait lui parler pendant, mais bien sûr qu'elle n'aimait pas être dérangée à ce moment-là. Elle a fait pareil pour les aliments, donc elle a fait 300 morceaux de papier, sur chaque morceau de papier le nom d'un aliment, et qu'est-ce que cet aliment symbolise. Et pour moi, la seule chose qui compte, c'est la réalité pratique. Et dans la réalité pratique, c'est pas seulement moi, mais c'est beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs, mais aussi beaucoup de médecins, même des médecins à des universités, qui ont constaté que les descriptions correspondaient vraiment et que les personnes qui lisent le texte concernant une maladie ou une envie alimentaire sont souvent, sont en général impressionnées par l'exactitude. Ils disent, mais comment est-ce possible, comment cette dame peut-elle savoir tout ça sur moi? Donc, mais bon, c'est ce que ça c'est mon expérience. Pour moi personnellement aussi, je remercie tous les jours, je remercie Christiane pour ce qu'elle fait, pour m'aider tous les jours. Et il y a beaucoup de gens pour moi, des milliers de personnes dans le monde entier. Mais il appartient à chacun ici de voir par soi-même est-ce que cela c'est quelque chose pour moi ou pas. Alors je vous invite à feuilleter et à voir ce que ça vous dit. Je ne fais que vous le présenter. Voilà. Beaucoup de gens ont aussi très envie d'aliments sucrés, de sucre, de sucreries. Et bon, c'est condamné, en général c'est condamné. Le sucre, manger du sucre, ce serait mauvais, etc., etc. Ça ne doit pas forcément être le cas. Bien sûr, il faut utiliser son bon sens et pratiquer la modération, c'est normal. Mais que cherchez-vous quand vous voulez manger du sucré? Que cherche votre âme quand elle vous donne cette envie de manger des aliments sucrés?
Et on peut comprendre que le sucre représente un message très important pour l'être humain, comme, bon, qui peut dire qu'il n'aime pas le sucre? La majorité va dire j'aime le sucré, j'aime que ce soit un peu sucré. Et il y a des gens qui sont très 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 durs envers eux-mêmes en s'interdisant le moindre milligramme de sucre. Et les édulcorants artificiels, on sait que là aussi il y a beaucoup de désavantages au niveau de la santé. Alors, quel est ce message? Disons que dans l'humanité, beaucoup d'êtres humains vont souffrir de douleurs affectives, de froideur dans leur vie, de dureté dans leur vie. Et le sucre offre en quelque sorte une sorte d'espoir. Un espoir, on voit à nouveau la vie de perspective optimiste. Et le sucre offre de l'adoucissement, de la consolation, même une atmosphère de rêve. Et donc, en fait, le sucre, quand on l'utilise avec modération, il offre un remède, c'est comme un médicament qui nous aide à gérer ces douleurs affectives, ce sentiment de froideur. Et il y a bien sûr, pour que le sucre soit bon ou pas, du moins pas mauvais pour la santé, il est important qu'on mette en pratique ce que le sucre nous demande de faire. Et ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'on voit, quand Christian Berland décrit ce que demande le sucre, ce que nous demande le sucre de faire, on voit beaucoup de correspondance avec la solution qu'elle a vue dans la clé vers l'autolibération, la solution au diabète. Donc il y a beaucoup de parallèles entre le message positif du sucre, entre ce que le sucre nous demande de faire et entre les origines psychologiques du diabète. Et que demande le sucre, entre autres? Tout d'abord, ne pas être dur avec soi-même. Et on peut comprendre aussi que chaque être humain, selon la philosophie de Christian Berland, crée sa propre réalité, crée sa propre vie. Alors, on peut comprendre, quand on est dur avec soi-même, que automatiquement, c'est une loi de la vie, qu'on va s'attirer des situations qui sont dures à vivre. Et au fur et à mesure qu'on devient plus doux avec soi-même, et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire à votre place, et personne ne peut faire ça à ma place. Devenir moins dur avec soi-même, c'est un travail sur soi. Se donner cette douceur. Mais au fur et à mesure qu'on arrive à se donner plus de douceur, automatiquement, la vie va changer. Et la vie, les circonstances de vie, il y aura moins de dureté dans les circonstances de vie. Ainsi, on devient de plus en plus créateur de sa vie. Et le sucre demande aussi de croire que vous avez droit à l'amour. Et qui, entre nous, ose déjà dire qu'il ou elle croit vraiment qu'il ou elle a droit à l'amour. Donc là, c'est une sorte d'amour de soi que chacun d'entre nous peut se donner. Et aussi croire qu'on a le droit de jouir de la vie. Le sucre nous demande ça. Mais, il y a un mais, cet amour, cette joie dans la vie, le sucre dit, il ne faut pas attendre ça des autres.
il est important de trouver tout ça en soi-même, de trouver le bien en soi-même, de trouver la chaleur en soi-même, de trouver l'amour en soi-même, la foi, la satisfaction de le trouver en soi-même, au lieu de chercher cela à l'extérieur de soi. Et c'est tout un programme pour réaliser ça chez soi. Je pense que chaque jour, on peut progresser dans ça, mais on a tellement l'habitude d'attendre qu'un autre va nous combler, et le sucre nous dit « Ah non, comble-toi toi-même ». Et ce sera qu'après que vous aurez réalisé ça, que l'amour qui vient de l'extérieur vous parviendra comme par magie, automatiquement. D'abord, donnez cet amour à vous-même. Et donc le sucre dit non, ne pas agripper les autres. Lâchez prise. Ne pas vous mettre dans une dépendance par rapport aux autres, par rapport au comportement des autres. Est-ce que les autres vont être gentils avec moi? Alors moi, je vais me sentir heureux. S'ils sont méchants avec moi, moi, je me sens malheureux. Non. Le sucre veut nous stimuler pour qu'on devienne plus autonome et que cette dépendance par rapport au comportement des autres disparaisse petit à petit. Et là, on prend sa propre vie en main comme un maître, parce qu'on comprend de plus en plus, avec le message du sucre, qu'on est capable de créer sa propre vie sur base d'attentes positives. Et on peut changer ça chez soi, dans son esprit, dans son cœur, dans ses convictions. On peut changer les attentes, on peut dire oh, non, je ne vais plus dire qu'est-ce qui va encore arriver, je ne suis pas né pour vivre le bonheur, le monde c'est dur, les gens sont méchants. Non, on va changer ça en attente positive. Moi, j'ai droit au bonheur. Moi, je vais m'aimer moi-même. Moi, je vais croire en mon bonheur. Moi, je vais croire que la couleur de mes attentes, la couleur de mes convictions, la couleur de mes perspectives. Avec ça, je vais créer ma propre vie dans un sens positif et je vais créer un futur merveilleux. Et c'est ça le message positif, le message optimiste du sucre. Quand on n'a pas envie d'un aliment, quand on a une aversion pour un aliment, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, tout d'abord, ça veut dire que votre âme vous donne cette absence d'envie ou cette aversion parce que soit vous avez déjà trop des caractéristiques positives de cet aliment en vous. Par exemple, quelqu'un qui est déjà très exubérant et très extraverti et qui se manifeste suffisamment et qui a une aversion pour les tomates, alors si cette personne va s'obliger elle-même à manger des tomates, elle va en quelque sorte surcharger son corps et son âme parce que ces caractéristiques sont déjà présentes en elle, en abondance. Et donc là, on peut comprendre le pourquoi des aversions. Il y a aussi une autre raison, c'est que quand on a une aversion pour un aliment, c'est que votre noyau profond, c'est que votre âme, votre moi profond ne veut pas pour le moment, pendant cette période de votre vie, ne veut pas suivre le chemin de cet aliment-là, que le temps n'est pas mûr pour développer les caractéristiques de cet aliment-là à l'intérieur de vous. Et ça, c'est donc le ressenti de Christiane Berland, tel qu'elle est décrit dans l'introduction du livre. Et là, on peut comprendre que
on ne doit pas conseiller aux parents de forcer leurs enfants à manger un certain aliment qu'ils détestent. J'ai un de fils qui Pardon? déteste les petits choux. Oui. Il déteste Il est les... forcé, et les- c'était une feuille à la fois. Oui, les choux de Bruxelles, c'est ça? Il a les petits choux. Les choux de Bruxelles, c'est ça, hein? Oui, ok. C'est marrant parce que Oui. c'est vraiment un refus total de cet aliment. Oui, mais je connais beaucoup de gens qui détestent ça, même des adultes. Ouais. Et quand... Ça vient à cause de quoi? Ben, c'est parce que... Il en a trop. Oui, c'est que cette caractéristique est déjà trop présente dans la personne et on va la surcharger. On va surcharger l'enfant parce qu'il a déjà toutes les caractéristiques des choux, des petits choux en lui ou en elle. Et donc, selon l'avis de Christiane Belland, et moi je suis convaincu qu'elle a raison, il ne faut jamais forcer un enfant à manger tel ou tel aliment quand il n'en a pas envie. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent manger tout le temps des chips, hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais Dès qu'il mange qu'une feuille, je n'ai jamais obligé à manger un entier, mais une feuille, il devait goûter. oui, oui. Moi, je conseillerais de ne plus lui donner ça. Voilà. Oui. Oui. Alors, vous savez, je pourrais vous parler d'encore d'autres aliments pendant des heures. Pour le lait, le café, tout ça, ça symbolise quelque chose. C'est bizarre, moi j'aime bien les moules, Oui. mais les huîtres, j'ai goûté une fois, non, fonctionne. Ah oui, Rien à faire. c'est normal parce que les moules ont un tout autre caractère que les huîtres. Les moules, qu'est-ce que ça demande une moule? Ça demande dans sa vie, ça demande de sélectionner. De sélectionner, de séparer le bon grain de l'ivraie dans sa vie. Tout comme une moule, c'est comme une petite tamise qui laisse passer des choses et qui ne laisse pas passer d'autres choses. Donc, en fait, la moule demande d'être délicat dans le sens positif du terme. Et de dire, qu'est-ce qui peut entrer dans mon monde et qu'est-ce qui ne peut pas entrer dans mon monde. Et de faire très bien cette distinction. Et la moule demande de n'autoriser dans votre vie que ce qui vous nourrit vraiment, au sens figuré, bien sûr, ce qui vous nourrit vraiment, et de ne pas autoriser des choses qui vous sucent ou qui vous pompent ou qui ne vous font pas de bien. La moule dit, il faut bien sélectionner, il faut bien choisir. Et ainsi, si vous comprenez le message de la moule, vous allez éviter d'être surchargé par des choses qui n'ont pas leur place dans votre vie. Ça, c'est le message de la moule. Et la moule dit aussi, déléguez les tâches dont vous sentez que ce n'est pas vous qui devez les faire. Déléguez ça. Déléguez ça. Ça, c'est... ce sont quelques aspects. Et aussi, ne prenez pas trop de paille sur le fourcheau. Hein? Ceci, oui, ceci, non. Voilà. Ça, c'est la moule. Oui. Ça, c'est vraiment... Une allergie aux fruits de mer en général, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un rapport avec la mer et Oui. Alors, je ne connais pas tous les textes par cœur. Je vous ai dit ce qui est écrit sur les moules. Les huîtres, je peux, pour ce que je m'en souviens, ça dit entre autres, faut pas trop bavarder à la surface. Il est important d'aller un peu plus vers, disons, la dimension intérieure, la profondeur. Mais quand on a une allergie aux fruits de mer en général, ça dit donc, bon, ok, inconsciemment, bien sûr, inconsciemment, on ne fait pas ça délibérément, vous ne mettez pas en pratique les leçons que vous adressent les fruits de mer, par exemple les moules ou les huîtres et les autres. Les scampi, par exemple, ça parle
d'un désir de développer dans sa vie une sorte une pureté cristalline dans sa vie. Et tout ce que ça comporte, hein, parce que ici je résume en 2 mots un texte dont je pourrais parler pendant 1 heure, donc, etc. Donc les crevettes, ça dit entre autres, prenez une chose à la fois et pas tout en même temps. Une chose à la fois. Je prends les choses une par une. Comme ça, chaque fruit de mer a une symbolique. Voilà. Une pomme, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup envie de pommes. Et quand on a très envie de pommes, je dirais, quand vous lisez ce texte, ça peut vous faire beaucoup de bien et ça peut vous aider à avancer beaucoup dans votre vie. C'est un texte qui est très bon pour quelqu'un qui doute de lui-même, quelqu'un qui doute de ses valeurs, quelqu'un qui doute de ses capacités, de ses possibilités, de ses forces. Et la pomme dit, allez, en avant. C'est comme votre supporter le plus enthousiaste qui va vous stimuler et qui va vous encourager et qui va vous inciter à aller de l'avant et à éliminer chaque doute envers vous-même et éliminer toute hantise de l'échec, éliminer toute conviction de faiblesse, éliminer toute conviction de mollesse. Et voilà, la pomme dit, crois en tes forces, crois en tes droits en tant qu'être humain, crois en ta bonté, crois en tes potentialités. Donc ça c'est le message, un très beau message, et les mangeurs de pommes, quand ils lisent ce texte, ils peuvent se rendre compte en effet que c'est une leçon qu'ils ont à apprendre dans la vie pour pouvoir progresser. Et là, je vous dis aussi que l'inverse n'est pas vrai. Donc, on ne va pas dire « Ah, moi, je suis quelqu'un qui doute facilement de moi-même, alors je vais manger beaucoup de pommes, je vais moins douter de moi-même. » Non, ça ne fonctionne pas à l'inverse. Non, il s'agit vraiment d'écouter vos envies spontanées. Donc, ce dont vous avez spontanément envie, et après, vous pouvez regarder quelle en est la symbolique, quelle est la leçon que m'adresse cet aliment. Encore une dernière question, oui. Quelqu'un qui déteste les œufs, mais même à les regarder. Quelqu'un qui déteste les œufs, même les regarder. Les œufs, là aussi, c'est une très, très, très belle symbolique. Bien sûr, la personne ne doit pas les manger, ce serait mauvais pour la personne d'en manger. Mais l'œuf, ça parle entre autres du fait de venir tout près, surtout le jaune d'œuf symbolise ça, venir tout près de soi-même, d'être comme blotti tout près de son propre être, et le blanc de l'œuf symbolise en quelque sorte une protection qui se trouve, qui est en vous, bien sûr. Ça symbolise une protection qui est inhérente à votre être quand vous y croyez. Mais il y a encore beaucoup plus dans ce texte, et je peux vous dire, je ne me souviens pas complètement, mais chaque fois que je l'ai lu, parce que moi j'adore les œufs, il m'a fait un bien fou. Et je pourrais aussi dire les gens qui ont un taux de cholestérol trop élevé et qui se disent « Ah non, je ne peux pas manger des œufs parce que ça contient du cholestérol ». Alors, ils adorent les œufs. Allez, avec modération, manger de temps à autre un œuf, et là, à ce moment-là, vraiment en profiter et ne pas vous condamner parce que vous mangez un œuf, mais en même temps, lire le texte. Je peux vous assurer, quand moi je lis ce texte de l'œuf, ça me fait un bien incroyable. Psychiquement, au niveau du cœur, ça donne oui, c'est tellement beau. Je peux que vous dire ce que moi je vis au quotidien.
Et je vous invite à lire le texte. Mais la personne dont vous parlez, probablement, elle aura déjà ses qualités en abondance. Elle aura déjà réalisé ses qualités en abondance. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, comme je viens de le dire, c'est que son chemin d'évolution, pour le moment, ne passe pas par là, ne passe pas par le symbolique de l'œuf, et que peut-être dans une phase ultérieure de sa vie, elle va avoir spontanément envie d'eux, et à ce moment-là, la personne pourra essayer de comprendre le pourquoi. Oui. J'ai une question. Alors les envies de grossesse, alors, ça aussi au niveau alimentaire? Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, les envies de grossesse, il y a aussi le bébé, il y a aussi le caractère du bébé que je pense qui joue un rôle à ce moment, et ce qui fait que les envies changent. Mais bien sûr, la grossesse, c'est un état particulier, et c'est normal, c'est tout à fait normal que ça engendre des envies un peu parfois farfelues. Et voilà, c'est tout à fait normal. C'est apprendre au niveau de cette symbolique des aliments, finalement, le message est apprendre de la même façon que... Oui, oui, et à ce moment-là, la femme enceinte peut en apprendre beaucoup, et ce sera très salutaire et pour elle et pour le bébé dans son ventre. Oui. Voilà.